Télé. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé l'initiative Système d'alerte précoce pour tous, un dispositif national destiné à protéger toute la population contre les risques de catastrophes d'ici 2027, objectif anticiper plutôt que subir. Des étudiants de 2 établissements universitaires du pays ont visité les locaux de Télé 50 ce mercredi, venus de l'UNISIC et de l'Université Révérend Kim. Ils ont été marqués par l'hospitalité du directeur général Jean-Marie Kassamba, qui leur a offert une tribune d'expression lors d'un plateau spécial. Roland Okito Lumumba, 67 ans, fils cadet du héros national Patrice Emery Lumumba, est décédé ce mercredi. Une disparition qui ravive le souvenir de son engagement pour préserver l'image de son père à travers une fondation portant son nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Anticiper plutôt que subir face à la multiplication des inondations, des érosions, des sécheresses et des crises sanitaires, la République démocratique du Congo amorce un virage préventif. À Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a officiellement lancé l'initiative Système d'alerte précoce pour tous. Ce dispositif national vise à protéger l'ensemble de la population contre les catastrophes d'ici 2027. Déployé avec l'appui du système des Nations Unies, il doit améliorer la surveillance, la prévision et la diffusion rapide des alertes. C'est au fleuve Congo Hôtel que la première ministre Judith Suminwa a lancé l'atelier national de lancement de l'initiative Système d'alerte précoce pour tous en RDC. Devant les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, les représentants du secrétaire général des Nations Unies en charge de la réduction des risques des catastrophes Kamal Kishor et les gouverneurs des provinces, la première ministre, ont mis en lumière l'importance de cette initiative. Les impacts du dérèglement climatique tels que les inondations, les sécheresses et les épidémies, continuent de provoquer des pertes en vies humaines, des destructions d'infrastructures, l'affaiblissement des économies locales et des pressions sur les finances publiques. Face à cette triste réalité, le statu quo n'est plus une option. Il est impératif de rompre avec une approche essentiellement réactive, coûteuse et insuffisante pour bâtir un système national fondé sur la prévention. Pour sa part, Jacques Chabani, ministre de l'Intérieur, a salué les avancées de la RDC en matière d'alerte par rapport aux années précédentes. Que notre pays fait face à une exposition élevée et croissante de ses populations au risque de catastrophes climatiques, naturelles, sanitaires et technologiques. Les inondations récurrentes, les glissements de terrain, les coulées de boue, les sécheresses localisées, les épidémies ainsi que les accidents industriels et les risques environnementaux continuent d'affecter nos communautés, de fragiliser nos infrastructures et de peser lourdement sur notre économie. Selon Kamal Kishor, ces programmes portés conjointement par les gouvernements congolais à travers les ministères de l'Intérieur et les systèmes des Nations Unies reposent sur 3 piliers principaux: la surveillance des risques, la prévention scientifique et la diffusion rapide des informations aux populations. Il s'agit de structurer un mécanisme capable de déclencher des alertes fiables et accessibles, notamment dans les zones les plus exposées et souvent les moins connectées. L'Espace 50 a reçu de la visite ce mercredi avant midi des étudiants de la Faculté des Sciences, de l'Information et de la Communication, ainsi que de l'Université Révérend Kim ont découvert les installations de notre chaîne. Ils ont échangé avec le directeur général et l'ambassadeur de l'URKIM, c'est-à-dire Jean-Marie Kassamba, qui leur a offert un plateau spécial à cette occasion. Les apprenants sont répartis enrichis, satisfaits d'avoir découvert les coulisses de la chaîne et les m'ont signé Héritier Ntambois. Bienvenue sur Télé 50. Nous sommes en direct du studio A avec aujourd'hui les étudiants de l'université Kim ici à Kinshasa. Les étudiants qui sont venus visiter les installations de Télé 50
C'est une expérience enrichissante qu'ont fut ces étudiants, visiblement impressionnés par l'accueil et les installations des Télé 50. La visite a permis aux étudiants de découvrir les différents départements des Télé 50, notamment les départements de rédaction, des productions, des réalisations et des diffusions. Ils ont pu voir les équipements des pointes utilisés pour la production des programmes télévisés et ont même eu l'occasion de participer à une émission en direct avec le DG des Télé 50 et parrain de la faculté des communications de l'université révérend Kim Jean-Marie Kassamba, qui n'a pas manqué de les encourager à poursuivre leurs rêves. Au cours de cette même visite, ils ont pu poser des questions sur les opportunités de stage et d'emploi dans les secteurs des médias et ont reçu des conseils précieux de la part des Télé 50. Le directeur général de l'Espace 50 a souligné l'importance de l'échange entre les professionnels et les futurs journalistes, affirmant que l'expérience pratique est essentielle pour réussir dans les mondes des médias. Ces apprenants qui ont découvert les coulisses de la chaîne ont exprimé leur gratitude envers Télé 50 pour l'accueil chaleureux et l'expérience inoubliable. Depuis que je suis là, depuis qu'on est arrivé, je trouve que tout est bien organisé et tout se passe bien déjà. J'ai vu le matériel parce que moi je travaille dans la communication de mon église, je suis dans la régie et j'ai vu des matériels que j'ai jamais vus. Télé 50, c'est les top. J'ai visité d'autres antennes avant, mais là je vois que ça va. C'est les luxe au fait. Il y a de l'espace partout, il y a des matériaux qui sont à la hauteur et ça donne envie de faire un journal, c'est beau. Ces étudiants ont été conduits par leur secrétaire facultaire Jean-Sili Kwalo et quelques autres membres de la filière. Ils ont quitté les lieux avec de grands sourires, motivés à poursuivre leurs rêves dans le monde des médias et peut-être même revenir travailler un jour à Télé 50. Direction Mongafula, où l'on signale la spoliation du site retenu par l'hôtel de ville de Kinshasa pour la construction du marché moderne de Matadi Kibala. L'unité de la Légion nationale d'intervention est également citée parmi les accusés. Saisi du dossier, le VPM de l'Intérieur a dépêché sur place l'inspecteur général de la police qui, après constat, a pris des mesures conservatoires. Ici en image, les sites choisis pour la construction du marché moderne de Matadi Kibala dans la commune de Mongafula par l'hôtel de ville de Kinshasa. Malheureusement, ce site est actuellement spolié par des personnes sans qualité et l'unité de la Légion nationale d'intervention installée depuis 2013 dans ces sites est accusé de complicité avec les spoliateurs. Saisi par un député provincial de la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a instruit l'inspecteur général de la police de se saisir du dossier et lui faire rapport. Ce mercredi 28 janvier 2026, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiav, a effectué une visite sur ces sites pour s'enquérir de la situation. En compagnie du commandant de la Légion nationale d'intervention, le commissaire divisionnaire adjoint François Kabeya, le bourgmestre de la commune de Mongafula et le chef d'antenne de l'IGPNC ville de Kinshasa, le général Patience a eu des explications claires sur l'installation de cette unité depuis 2013 jusqu'à ce jour. Accusé de complicité avec les spoliateurs, le commandant des LNI, Matadi Kibala, a rejeté tout en bloc, affirmant n'avoir jamais été en contact avec les spoliateurs du site. Après avoir écouté les différentes parties présentes sur les lieux, l'inspecteur général, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiav, a annoncé des mesures conservatoires qui seront présentées au VPM de l'Intérieur pour la décision finale. Rassuré de cette visite de l'inspecteur général de la police, le bourgmestre de Mongafula et l'administrateur du marché de Matadi Kibala espèrent voir la délocalisation de cette unité de la LNI. Mais en attendant, le général Patience a suggéré que la LNI et la police territoriale de Mongafula puissent travailler en collaboration pour la sécurisation des populations et de leurs biens. La guerre récurrente, l'agression rwandaise et les massacres des civils dans l'est du pays viseraient à détruire les capitales humains congolais, mais aussi les tissus économiques, environnementaux, touristiques, créant ainsi une économie de dépendance au détriment de l'économie nationale. Déclaration du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, lors de la conférence Mémoire contre l'oubli, drame humanitaire, enjeux économiques organisée par le ministère de la Communication et Médias en présence de la première ministre Judith Suminwa.
le Rwanda a une stratégie. La première, c'est de détruire le capital humain. Parce que le capital humain, c'est un facteur de production. Nous avons autour de 7 millions d'habitants qui sont déplacés. Mais pourquoi? Le marché le plus sûr, c'est la République démocratique du Congo. Deuxième élément, c'est le secteur minier. Lorsque j'ai été élu gouverneur en 2007, les revenus du secteur minier étaient équivalents à 70 millions de dollars pour le Rwanda. Aujourd'hui, les revenus annuels du Rwanda dans le secteur minier, c'est 2 milliards de dollars. Vous comprenez pourquoi la guerre s'est étendue sur Bukavu. Pourquoi on est allé à Bukavu? Parce que les gens disent qu'on est à la recherche des FDLR. Les premiers FDLR s'appellent les récoltes, les deuxièmes FDLR s'appellent les minéraux. Je le dirai toujours. La RDC n'exportait que presque 2 à 6 kilos d'or par an. Mais lorsque le président a compris que tout l'or allait au Rwanda, il a créé une société congolaise, une joint venture avec une société des Émirats Arabes Unis. On a commencé à produire 800 kilos d'or par mois. Et la zone de production, c'était le Sud Kivu, c'était le Nord Kivu. Donc, qu'est-ce que le Rwanda a fait? Le Rwanda s'est dit, mais si on commence à produire 800 kilos d'or par mois, ça va faire 9 tonnes et demi par an. Si vous multipliez par 163 000 dollars aujourd'hui, ça fait autour de 2 milliards de dollars. Et le Rwanda a vite compris qu'il faut venir attaquer le site Kivu pour poursuivre les véritables deuxième FDLR qui s'appelle OR. Ils ont cessé de publier les statistiques de leur production minière parce que tout simplement c'est tellement scandaleux qu'il n'y a pas autant de gisements miniers au Rwanda parce que les minerais ne se multiplient pas. Comment on peut comprendre qu'on produit pour 70 millions il y a un temps et après quelques années on est à 2 milliards comme si les minerais se sont multipliés dans la terre? Je prends le risque de dire que ça c'est la dernière rébellion en République démocratique du Congo. On est en train de couper toutes les branches sur lesquelles s'appuyait le Rwanda. Un an après la chute de la ville de Goma, justement, les souvenirs restent vifs dans la mémoire collective. La notabilité du Nord Kivu déplore la perte des milliers des compatriotes suite à l'occupation de la ville par l'armée rwandaise. Jean-Paul Lumbulumbu, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale, a adressé un message fort aux populations de l'Est. Nous avons parfaite connaissance des difficultés qu'elle vient de traverser pendant une année. Des fonctionnaires non payés, des banques fermées, l'économie au ralenti. Nous avons parfaite connaissance des implications de cela dans leurs familles et dans leurs activités. Nous savons que notre population aspire à la paix. Nous voudrions ici rassurer la population que la paix au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Ituri, cette paix est encore possible. Nous continuons à être totalement optimistes. Et je crois que nous devons continuer à nous mobiliser autour des institutions établies pour les encourager dans le processus de paix, ça et là, afin que cette paix que nous attendons soit une réalité. Nous savons que vous avez tellement patienté, nous avons tellement patienté. Cette paix, elle est là, elle arrive et nous croyons que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les membres de son gouvernement, ainsi que l'ensemble des partenaires internationaux qui aspirent à la paix, ne ménagent aujourd'hui aucun effort pour que la paix, tant attendue à l'est de la République démocratique du Congo, soit une réalité. Un message de compassion donc, un message de paix, un message d'encouragement et d'optimisme et d'appel au renforcement de l'engagement dans la mobilisation communautaire contre les agresseurs et pour le retour de la paix de la partie est de la République démocratique du Congo. C'est aussi ici l'occasion, à l'occasion d'une année d'occupation de la ville de Goma par l'armée rwandaise, de reconnaître la grande capacité de résilience de la population de l'Est de la République. Parce qu'en dépit des difficultés traversées à l'occasion de la guerre, nous sentons que la population du Nord Kivu, du Sud Kivu, reste unie, elle reste debout, elle reste mobilisée
elle s'exprime tant bien que mal pour dire rentrez chez vous, le Rwandais, rentrez chez vous. Ici, ce n'est pas chez vous, la ville de Goma, ce n'est pas votre ville, la ville de Bukavu n'est pas la vôtre, le territoire de Lubero n'est pas le vôtre. Rentrez chez vous. La population congolaise de l'Est de la République démocratique du Congo a besoin de la paix. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle a présidé mardi 27 janvier une réunion consacrée à la présentation de la plateforme nationale d'intégration et de traçabilité des produits certifiés. Autour de la table, l'équipe dirigeante de l'ECC, le partenaire technique Viderail Technologies SARL et la société H&H de Dubaï spécialisée dans la certification des produits destinés au marché asiatique. Cette action s'inscrit dans le cadre du protocole de collaboration entre le ministère de l'Industrie et l'Office congolais des contrôles signé le 14 février 2024 relatif aux activités d'inspection, d'essai et d'analyse des certifications mais aussi de contrôle de conformité. Intervenant lors de la présentation technique, le directeur général de Viderail Technologies SARL a indiqué que la plateforme repose sur deux composantes majeures. La première concerne l'architecture globale du système conçu pour assurer une intégration complète et sécurisée des données, tandis que la seconde est dédiée à la gestion des estampilles digitales, garantissant l'authentification et la sécurisation des produits certifiés. Cette plateforme vise à renforcer la crédibilité du système national de certification, à améliorer la protection des consommateurs et à accroître la compétitivité des produits congolais sur le marché national, régional et international. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle a salué la qualité des échanges et exprimé sa reconnaissance aux partenaires techniques pour leur accompagnement et leur engagement en faveur de la modernisation du système national de certification. À travers la mise en œuvre de cette plateforme intégrée, l'Office congolais de contrôle, sous la gestion de son directeur général, le Dr Étienne Chimanga Mutombo, réaffirme sa volonté de moderniser tous les mécanismes de contrôle et de certification afin d'assurer une gestion cohérente, sécurisée et harmonisée de la traçabilité des produits au bénéfice de l'économie nationale et de la protection des consommateurs. À Likasi, la population dénonce l'exploitation minière illégale dans le Haut-Katanga. Elle accuse la société chinoise KPM, située sur la route Kambove, d'exploiter frauduleusement des carrières appartenant à d'autres entreprises et d'expulser violemment des exploitants artisanaux. Les habitants appellent les autorités à intervenir. Dans le Haut-Katanga, la société minière chinoise KPM, basée à Likasi, sur la route des Kambove, serait une grave menace pour l'économie de la RDC. Une dénonciation faite par la population du coin qui accuse cette dernière d'être spécialisée dans le vol et l'exploitation frauduleuse des minerais en pillant les matières premières de la RDC. D'après ses habitants et autres entreprises minières, KPM opère illégalement dans des carrières minières appartenant à des partenaires légitimes, pourtant détenteurs des documents en bonne et due forme. Plus grave encore, cette société exploiterait frauduleusement certaines concessions de la GECAMINE bénéficiant d'une haute protection. Par ailleurs, dans le but de faciliter ces activités illégales, KPM aurait pollué la rivière Panda dans la ville de Likasi, mettant ainsi en danger la santé et la vie de nombreux Congolais. Pour se prémunir contre toute poursuite, la société se serait engagée dans une vaste entreprise de corruption impliquant certaines autorités des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Malgré l'absence de carrés miniers légaux attribués, KPM produirait des tonnes de minerais par jour. L'investigation de ses habitants révèle que cette société exploiterait frauduleusement les concessions de la GECAMINE, des Boss Mining, des Miringui, des Kakanda, ainsi que d'autres opérateurs miniers. Lors de ces opérations, la population de Likasi accuse la société KPM d'expulser violemment les habitants artisanaux, les plongeant dans une précarité sociale extrême et aggravant les tensions locales. Face à la gravité de ces faits, ils appellent donc l'inspection générale des mines, l'auditorat militaire, les ministères des mines, la présidence de la République, ainsi que les autres services spécialisés de l'État de se saisir de ces dossiers afin de préserver l'image du pays et de protéger les intérêts stratégiques de la République.
À Fungurume, après 2 drames ayant coûté la vie à des civils, l'un à la concession, l'autre tué dans sa parcelle par des militaires affectés à la protection de l'entreprise TFM, c'est l'un des témoins. Les autorités locales réaffirment leur engagement pour la paix sociale. La chef de l'exécutif local, Aline Makano, a réuni le comité de sécurité afin d'examiner le cas d'insécurité enregistré dans sa municipalité. Quelques jours après les incidents tragiques qui ont suscité une vive indignation au sein de la population de la commune de Fungurume contre les éléments de sécurité assurant la protection de la concession de l'entreprise Tenke Fungurume Mining TFM, les autorités locales se sont mobilisées pour apaiser les tensions et rétablir la confiance. Le bourgmestre AI, l'honorable Aline Makano Chulombo, a reçu en audience les familles des 2 personnes décédées. Cette rencontre fait suite à la prise en charge sociale déjà assurée, y compris pour les blessés. Écoutez les doléances des familles des victimes et témoignez la solidarité des institutions locales. Bien au-delà ce mercredi, la chef de l'exécutif de Fungurume, l'honorable Aline Makano Chulombo, a convoqué une réunion du comité local de sécurité. Autour de la table, les 4 chefs de quartier, les représentants des services de sécurité et ceux de l'appareil judiciaire. Au cœur des échanges, les instructions de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, insistant sur le maintien d'une paix sociale sans faille. Madame Makano a rappelé que la stabilité et la quiétude des populations doivent rester une priorité absolue. Le bourgmestre ad intérim a réaffirmé que cette démarche s'inscrit dans la vision du commandant suprême des forces armées, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de prôner la sécurité et la cohésion nationale. À travers ces actions, les autorités locales de Fungurume veulent démontrer leur détermination à accompagner les populations dans l'épreuve tout en garantissant un climat de paix et de stabilité indispensable au développement de la commune. Le président du parti La Base Républicaine, Hugo Soudi Zala, a été reçu ce mercredi à Faden House par Martin Fayulu, leader de la plateforme Lamouka, une rencontre inscrite dans le cadre de la vulgarisation des propositions politiques de la Base Républicaine avec pour objectif la restauration de la confiance nationale et la stabilisation durable de l'Est du pays. Faden House, la Maison Blanche congolaise, demeure le cadre fédérateur des acteurs politiques évoluant encore à Kinshasa. L'hôte du jour est le président national du parti politique La Base Républicaine, Hugo Nsudi Nzala. Dans sa mallette, sa proposition sur la situation que traverse la RDC. Pour ce rappel, il s'agit notamment de l'élargissement du mandat de la MONUSCO à la surveillance des travaux frontaliers avec le Rwanda et le Burundi, de l'ouverture du couloir humanitaire et économique dans les provinces du Kivu, ainsi que du rétablissement de l'administration civile dans les zones affectées par l'insécurité. Le plan prévoit également l'élargissement des négociations de Doha à l'opposition politique non armée et la révision de certaines dispositions de la résolution 1823 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un signal fort, précise le secrétaire national chargé de la communication de la Base républicaine, Caleb Kankou. Et donc c'est un signal fort de responsabilité et du patriotisme, et puisqu'il était question de mettre en avant l'intérêt suprême de la nation, en dépit des divergences qui en découlent. Donc voilà, la Base républicaine a un plan, éventuellement par rapport à ce que nous avons prévu comme, n'est-ce pas, plan. Et notre plan devrait, n'est-ce pas, être concerté, ensuite être mis en œuvre par les institutions de la République. Donc cette rencontre illustre la volonté, n'est-ce pas, de mettre en avant la sécurité des citoyens et la stabilité de la nation, en dépit des considérations partisanes. La Base républicaine milite également en faveur d'un projet de constitution républicaine centré sur la souveraineté du peuple. Cette initiative marque le début d'une série de consultations auprès d'autres leaders politiques à la suite du point de presse du 19 janvier dernier. Au Parti Nouvel Élan, le président exécutif Jérémy Mbang poursuit sa tournée d'implantation et de redynamisation tout en relayant la 34e tribune d'Adolphe Mouzito. À l'étape de l'ICACI, il a présenté avec assurance les avancées concrètes enregistrées dans le pays malgré la guerre d'agression. Avec force, constance et persévérance, le Nouvel Élan poursuit sa grande tournée politique dans l'espace Grand Katanga. Après le Lubumbashi Kipushi et Kolosi, c'est la ville de Likasi qui a accueilli ce dimanche la délégation conduite par Jérémy Arkan Oulé, président exécutif du parti dans le Haut-Katanga.
composée de plus de 30 cadres venus de différents coins de la province, notamment Kipushi et Lubumbashi. La délégation est venue pour relayer avec éclat la 34e tribune de l'excellence Adolphe Muzito, vice-premier ministre en charge du budget et initiateur du Nouvel Élan. Le parcours inspirant de cet homme d'État a été brillamment présenté par Gloire Irengue, soulignant l'engagement, la rigueur et la lucidité politique de Muzito. Prenant la parole, Jérémy Yavmbang a démontré avec une pédagogie méthodique et une proximité touchante les réalisations du gouvernement sous l'ère Tshisekedi. Il a su, malgré le contexte sécuritaire difficile à l'est du pays, dû à l'agression rwandaise, valoriser les avancées concrètes. La couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement, les réserves monétaires en hausse et la capacitation de l'armée, entre autres. Nous sommes venus ici relayer la 34e tribune de l'excellence Adolphe Muzito. Mais malgré la guerre, nous sommes arrivés depuis 2022 à ce jour à presque quadrupler le budget de l'État. Les partis politiques, tous les partis politiques de l'Union sacrée, à mon sens, devraient avoir ce sens de communiquer à la population les réalisations du gouvernement dans un contexte aussi particulier. Et c'est ça que le Nouvel Élan est en train de faire par les truchements de l'expertise de l'excellence Adolphe Muzito. Cette même journée a été également marquée par l'installation officielle du comité urbain de l'Ikassi, preuve de l'enracinement croissant du Nouvel Élan, avec des animateurs engagés prêts à répondre à l'appel de la nation. Sur le chemin du retour, un moment fort d'émotion a eu lieu à Chilantembo, au site touristique dédié à Patrice Emery Lumumba. Un arrêt patriotique pour saluer la mémoire du héros national, lumumbiste dans sa souche idéologique. Le Nouvel Élan trouve en Lumumba un repère et en Adolphe Muzito un héritier fidèle des valeurs de souveraineté, de justice et de nationalisme. Par cette tournée, le Nouvel Élan et Jérémy Yavmbang confirment leur leadership de terrain, traduisant la vision de Muzito dans des actes concrets. De ville en ville, le Nouvel Élan impose son empreinte, non par les promesses, mais par la présence, l'organisation et l'action. La Fondation Calixte Munana a célébré ses 37 ans d'existence par une messe d'action de grâce à l'église méthodiste unie, paroisse du Sinaï, dans la commune de Katuba à Lubumbashi. Après une tournée humanitaire dans plusieurs villages, les responsables ont rendu grâce pour plus de 3 décennies d'engagement social. Une offrande importante a été remise à l'église. Après avoir terminé sa tournée humanitaire et sociale dans les villages de Kanyamesha, Kamponda et Mizoa, dans les Haut-Katanga profonds, la célébration du 37e anniversaire de la Fondation Calixte Munana s'est clôturée par une messe d'action des grâces le dimanche 25 janvier 2026 à l'église méthodiste unie, paroisse des Sinaï, dans la commune de Katuba à Lubumbashi, au Haut-Katanga. À cette occasion, Nathalie Aziza Munana, visionnaire et présidente de la Fondation Calixte Munana, et les députés nationaux Guy Geoffrey Munana Ramazani, ainsi que les mamans et veuves membres de la Fondation Calixte Munana, ont pris part à ce moment spirituel pour rendre grâce à Dieu pour 37 années de ministère, de dévouement social, humanitaire et des protections divines depuis le 25 janvier 1989. Prenant la parole, Nathalie Aziza Munana a présenté les bilans des actions sociales et humanitaires menées par la Fondation Calixte Munana depuis plus de 3 décennies, mettant en exergue l'impact durable de son engagement en faveur des populations les plus vulnérables. Leo ni siku munene sana ya Fondation Calixte Munana, ministère de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap. La fondation a été fondée le 25 janvier 1989. Et chez moi à Kibushi, ma ville natale, il est vrai que j'étais découragée par les païens, mais moi j'ai cru à ma vision, Fatana na mwito wangu. Et la vision aujourd'hui totalise 37 ans. Dans un élan de reconnaissance et de partage chrétien, une offrande spéciale a été remise à l'église méthodiste unie de la commune de Katuba. Celle-ci était composée, entre autres, des centaines de chaises, de sacs de farine et des riz, des centaines de pagnes Mokristo Azamwinda, des cartons d'huile ainsi que d'autres articles. L'officiant du jour, le
révérend pasteur Elichos Nawej a salué la vision, le leadership et l'impact significatif des actions sociales et humanitaires menées par la Fondation Calixte Munana au bénéfice des actions communautaires. La célébration s'est clôturée par la signature du livre d'or de l'Église par les députés nationaux Guy Geoffrey Munana Ramazani et Nathalie Aziza Munana, scellant ainsi un moment solennel et mémorable de ce jubilé des 37 ans d'existence. À Lubumbashi, l'Institut supérieur de commerce a accueilli du 27 au 28 janvier une conférence de haut niveau sur la fiscalité minière en RDC et dans l'espace SADC, organisée avec l'Association internationale des fiscalistes section RDC. La rencontre a notamment abordé la question sensible des exonérations fiscales. Pendant 2 jours, des scientifiques venus de l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi, que dirige le professeur ordinaire Kabangi Kitenge Armand, les acteurs du secteur minier et les experts ont, lors de cette conférence fiscale, échangé sur les investissements durables et l'optimisation des recettes publiques dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Des assises de haute portée scientifique qui viennent sceller le partenariat entre l'IEC Lubumbashi et l'Association internationale des fiscalistes. Nous espérons fermement que ce partenariat entre l'IEC Lubumbashi et l'IFA va permettre à notre personnel principalement déjà de commencer par l'adhésion, ensuite de profiter des nombreuses opportunités que va nous offrir ce partenariat. Durant des échanges en panel, les professeurs Grégoire Bakandeja Wampungu, président de l'Association internationale des fiscalistes, section RDC, et Michel De Wolf, docteur en droit économique et professeur ordinaire à l'Université catholique de Louvain, ont circonscrit les cadres légaux et réglementaires des exonérations fiscales en RDC. Les intervenants ont souligné la nécessité de l'application des exonérations de manière uniforme et légale pour préserver les finances de l'État et éviter tout manque à gagner au trésor public. C'est pour dire que l'avenir du régime fiscal congolais doit reposer sur la légalité, la transparence et la contrepartie économique et sociale. L'IEC Lubumbashi encourage ses enseignants à rejoindre l'IFA pour accéder au réseau des recherches internationaux. Cette initiative, portée par la vision managériale du professeur ordinaire Armand Kabange, vise directement l'excellence académique au profit des étudiants. Décès ce mercredi à Kinshasa de Roland Gilbert Okito Lumumba, fils cadet du héros national Patrice Emery Lumumba. Il s'est éteint à la clinique Ngalima où il était hospitalisé. Les hommages se multiplient. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui-même a présenté les condoléances à la nation, à la famille Lumumba et a invité la population à honorer la mémoire de l'illustre disparu. Maximisation des recettes fiscales urbaines. Pour terminer, la campagne de sensibilisation au paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2026, revenu 2025 a été lancée mardi. La cérémonie a été co-organisée par le ministère provincial des Finances et le chargé de mission de la DGRK. Cette rencontre avec les professionnels de la presse est organisée pour informer, expliquer et sensibiliser les contribuables sur leurs obligations fiscales dans un esprit de transparence, de responsabilité et de civisme fiscal. Le ministre provincial de Finances a rappelé les bases légales de ces impôts, le taux applicable selon les catégories des contribuables et les zones d'imposition. Je tiens d'abord à apporter une précision, c'est que l'impôt, de par sa définition, est un prélèvement pécuniaire obligatoire. Pour sa part, le chargé de mission de la DGRK, Gérard Kaja, a invité l'ensemble de la population quinoise à s'acquitter de ce devoir civique tout en soulignant la nécessité de préserver l'action de l'administration fiscale de toute interférence susceptible de compromettre la mobilisation accrue des recettes du trésor urbain. Les modalités pratiques que nous avons mises en place pour vous faciliter de vous acquitter de vos devoirs citoyens. Il n'est pas bon
qu'un bon citoyen soit poussé à force pour s'acquitter de ses devoirs. $1 que vous contribuez, 1 franc que vous payez pour le fisc, c'est une école que vous construisez quelque part, c'est une route que vous arrangez, c'est une sécurité que nous nous assurons tous. Par rapport aux réformes entreprises, pour faciliter la déclaration et le paiement des impôts, la DGRK a mis en place des dispositifs, notamment la plateforme numérique IRMS-DGRK, le point de prise en charge rapproché des conteneurs pour les places publiques, pour la proximité, permettant ainsi un accès simple et sécurisé à l'acquittement de ces impôts. Après l'échéance du 1er février, le gouvernement provincial appliquera des mesures de recouvrement contraignantes, notamment le scellage temporaire des établissements, des saisies mobilières et immobilières. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé l'initiative Système d'alerte précoce pour tous, un dispositif national destiné à protéger toute la population contre les risques des catastrophes d'ici 2027, objectif anticiper plutôt que subir. Des étudiants de 2 établissements universitaires du pays ont visité les locaux de Télé 50 ce mercredi. Venus de l'UNISIC et de l'Université Révérend Kim, ils ont été marqués par l'hospitalité du directeur général Jean-Marie Kassamba qui leur a offert une tribune d'expression lors d'un plateau spécial. Roland Okito Lumumba, 67 ans, fils cadet du héros national Patrice Emery Lumumba, est décédé ce mercredi, une disparition qui ravive les souvenirs de son engagement pour préserver l'image de son père, notamment à travers une fondation portant son nom. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50, vivez heureux, vivez 100 ans mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.